Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La semaine a été riche en célébrations, piteuses, honteuses, mais célébrations quand même. Le 8 mai, hommage à Jean Moulin. Le 9 mai, la fête de la prétendue Europe. Et le 10 mai, hommage, célébration de l'accession au pouvoir de M. Mitterrand. Voilà, 3 journées symboliques du XXe siècle français, qui est le siècle, disons, de la chute. Le 8 mai, donc célébration de la mémoire de Jean Moulin, très bien. Jean Moulin, un vrai héros français, un grand monsieur, à la différence des nains, des cancres et des eunuques qui nous gouvernent aujourd'hui. Malheureusement, il a dû se retourner dans sa tombe puisque M. Macron lui a rendu hommage à Lyon, sachant que M. Macron est l'homme de Berlin à Paris. C'est quand même très cruel, hein, c'est très drôle en même temps. L'homme de Berlin à Paris rend hommage à l'homme qui a donné sa vie sous d'immenses tortures pour chasser les Allemands de France. Hein, c'est quand même très symbolique, hein, de la perversion des symboles. Jean Moulin ne voulait pas des Allemands à Paris, il ne voulait pas d'une France inféodée aux Allemands. Monsieur Macron est précisément l'homme qui clame sur tous les toits qu'il obéit aux Allemands. Alors il ne le dit pas comme ça, il dit l'Europe. Quand Monsieur Macron dit l'Europe, il dit Berlin. Quand Monsieur Macron prend un ticket d'avion pour Bruxelles, au fait, il va à Berlin. Parce que la nouvelle Europe allemande, que nous appelons l'Union européenne, est dirigée par proxy depuis Bruxelles. Les Allemands ont quand même compris les leçons de l'histoire. Ils n'ont plus de tanks, ils n'ont plus d'uniforme brun ou gris. Ils passent par le droit. Hein, c'est l'hégémonie allemande via le droit, la CEDH, les règlements européens. Voilà. Bon. Et je n'invente rien. Ouvrez les yeux. Ursula von der Leyen n'est pas grecque ou portugaise. C'est une Allemande. Et M. Macron se promène avec elle, même en Chine, alors qu'elle n'a rien à faire. Voilà, donc premier symbole perverti, Jean Moulin. Deuxième symbole perverti, c'est l'Europe. Le 9 mai, on dit la fête de l'Europe. Mais quelle Europe? Quelle Europe? Je vais fermer la vitre, parce qu'il y a un avion qui passe. Quelle Europe? Il n'y a plus d'Europe, parce que l'Europe n'est plus habitée par les Européens. L'Europe est le pays, le continent des Européens. Or, les Européens ne sont plus maîtres chez eux. Je veux dire. Tu vas à Berlin, tu vas à Rome, tu vas à Madrid, tu vas à Barcelone, tu vas à Paris. Tu es dans la tour de Babel. Enfin, Paris est déjà devenu une capitale africaine, et une capitale arabe et musulmane. C'est évident, je veux dire, tu peux vivre dans Paris sans parler français. Ça, je ne dis pas, je ne provoque rien là, je ne fais que décrire le réel. Londres, tu as en Écosse, tu as le Premier ministre qui est pakistanais, musulman pakistanais. Tu n'es plus en Europe. On est ailleurs. Bon, alors je vois pas, il ne faut pas célébrer la journée de l'Europe, il faut célébrer la journée de Babel, la tour de Babel, je sais pas, appelez-le comme vous voulez. Ce n'est plus l'Europe. C'est l'Europe, là je suis méchant, c'est l'Europe kebab. En 40 ans de construction européenne, on a réussi à vider l'Europe de son identité européenne, de son cachet européen, parce qu'il existe une civilisation européenne, et on y a mis autre chose. On l'a rempli, on a vidé. C'est comme si vous vidiez vous savez, un flacon de sirop. Tu enlèves le sirop et tu mets autre chose, de l'eau salée. On a mis de l'eau salée, de l'eau savonnée, à la place d'un sirop qui était un baume pour les âmes et les esprits. Parce que la civilisation européenne, malgré tous ses défauts, a amené plusieurs solutions à la condition humaine, notamment l'égalité homme-femme, notamment la reconnaissance bon an, mal an, de l'homosexualité. Mais ça, c'est pas très important. Plus important est le progrès technique. L'Europe a enlevé les poux de la tête, du cuir chevelu des êtres humains. C'est ça l'Europe. On dit l'Europe, c'est ça l'Europe. C'est la révolution industrielle, c'est la révolution scientifique, la révolution de l'hygiène. Quand les Anglais sont arrivés en Inde au 18e, quand les Français sont arrivés en Inde avant les Anglais, au 17e, avec un grand Français, Duplex, malheureusement trop méconnu. Ben, digression, Duplex, par rapport à nos ministres aujourd'hui, c'est un géant par rapport à des statues, à des poupées russes. Hein, le mec, il a conquis tout seul une partie de la côte indienne, tout seul, quasiment. Ça change des hommes déconstruits que nous avons comme au gouvernement. Donc, quand les Européens sont arrivés en Inde, ils ont trouvé un peuple qui ne se lave pas. Ils ont trouvé des maladies. Enfin, quand ils sont arrivés
Au Maghreb, c'est les poules, le typhoïde, le typha, c'est tout terrible. C'est ça l'Europe. L'Europe a été sale jadis, mais elle s'est nettoyée. L'Europe a inventé l'égalité sociale. Elle a inventé la classe moyenne. Et, et d'autant d'autres choses. Hein. La musique. La musique. La musique que nous entendons aujourd'hui, de tous les genres musicaux, la plupart, elle vient de la musique des églises européennes. Bach, Mozart, tout ça qui ont enfanté la musique aujourd'hui, c'était les musiciens des églises européennes, protestantes ou catholiques surtout en Allemagne, l'opéra, enfin, l'Europe c'est ça, la peinture, enfin, bon, le concept même de ville tel qu'il s'est développé dans le monde est largement inspiré par l'Europe. Cette Europe-là qui a existé, dont les ruines subsistent encore, on l'a mis au dissolvant et on a mis à la place l'Europe maghrébine, l'Europe turque, l'Europe africaine. Écoutez, moi je ne vois pas de ce qu'il y a à célébrer. Moi je suis pour la diversité. Or la diversité est terminée en Europe parce qu'il n'y a plus d'Europe. Voilà, si tu transformes, si tu transposes Casablanca ou Dakar à Rome ou à Milan ou à Genève, bah, tu tues la diversité, tu éradiques la diversité. Bon, et vous avez les génies qui nous gouvernent qui veulent absolument installer des drapeaux européens sur le fronton des mairies françaises. Ces gens ne savent plus quoi faire pour se mettre à quatre pattes. Je ne sais pas le dire autrement. Ils sont déjà à quatre pattes et ils veulent absolument faire savoir à la terre entière qu'ils sont à quatre pattes. Alors je les rassure, le monde entier vous méprise. Vous êtes des colonisés. Ils ne savent plus quoi faire pour montrer au monde qu'ils sont une colonie de l'Union européenne, qui n'existe pas parce que c'est l'Allemagne. L'Union européenne, c'est l'Allemagne. L'Union européenne, c'est l'Europe allemande, qui, au lieu, comme j'ai dit tout à l'heure, d'être dominée par les panzers et le fascisme, je ne sais pas quoi, est dominée par le droit et tout ce qui suit avec le droit. Dans le droit, donc les réglementations, donc les normes techniques, les normes d'importation, exportation, le CO2, tout ça. Donc l'industrie allemande, parce qu'on s'est harmonisé autour de ce que veut l'Allemagne. Bon. Cette Europe-là, elle est organisée par l'Allemagne pour être impuissante. L'Allemagne étant un pays castré, je dis ça sans mauvais jeu de mots, l'Allemagne a tellement fait de bêtises au XXe siècle qu'elle a renoncé à l'armement militaire. Bon, là, elle est en train de se réarmer, on verra ce qu'elle en fera, parce que son armée est aux 35 heures. Bon, donc, je les vois mal se battre, les soldats allemands. Donc, l'Allemagne étant impuissante par construction, après 1945, elle a décidé, elle a dicté à tout le monde la castration. C'est comme l'Europe est devenue une espèce de harem. Tu as un eunuque chef du harem, il est castré, puisqu'il est eunuque. Eh bien, il ne supporte pas d'avoir des hommes puissants, j'allais dire, autour de lui. Donc, il a castré tous les mâles. Donc, on a castré la France, on a failli castrer l'Angleterre. Enfin, à mon avis, c'est déjà castré l'Angleterre, parce que ce n'est plus le pays des Anglais, c'est le pays des Pakistanais, des Indiens. Donc, bon. Même s'ils ont fait le Brexit, ils l'ont fait trop tard. Mais bon, on pourra en rediscuter. On a castré le génie italien, on a castré par la réglementation abusive. On a castré les Hollandais, on les a transformés en autre chose. Hein. On a le génie scandinave. Tout ça parce que ça permet à l'Allemagne de gouverner un harem. Et les eunuques, ça c'est sûr qu'avec les eunuques, tu ne seras jamais cocu. Hein. Et tout ça, si on est vraiment un peu rotor, ça permet au projet, disons, atlantiste de se perpétuer, enfin, de persévérer dans son être, pour parler comme un philosophe. Parce que l'Europe ne sait plus se battre, ne veut même plus se battre. On ne fabrique plus d'hommes en Europe. C'est grave ce que je dis. On ne fabrique plus des hommes capables de se battre. Moi, j'admire les Ukrainiens qui se battent contre les Russes. Franchement, j'admire. Parce que, quoi qu'on pense de Poutine et tout ça, de Zelensky, j'aime pas beaucoup Zelensky, mais je ne suis pas sûr que nous, on se batte pour notre pays comme ça. Hein. Parce que nous avons déconstruit les hommes. Tout ça avec un vernis, on va faire l'Union européenne, mais finalement, cette Europe qu'on fait, c'est l'Europe comme j'ai dit, des normes, c'est-à-dire l'Europe de l'impossibilité. L'Europe, telle qu'elle a été construite, elle nous apprend à ne rien faire. Tout est impossible. Tu ne peux pas consommer d'énergie parce que il faut la sobriété, il faut sauver la planète. Tu ne peux pas parler à une femme parce que c'est de l'harcèlement moral.
Voilà, ça c'est pour la journée de l'Europe. Alors le 10 mai, on nous a dit, voilà, rappelez-vous de Mitterrand, 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir, l'alternance, tout ça. Bon, très bien. Mitterrand, c'est le début de la fin. Alors il ne faut pas dire que, enfin, on peut pas, tout le monde a une part de lumière et une part d'ombre. Les deux mandats de Mitterrand ont eu quelque chose de positif. Il ne faut pas non plus dire que, voilà. Mais c'est quand même le début de la fin. Ça coïncide avec la dégringolade française. Le début de la dette, les déficits publics, budgétaires récurrents. Ça fait 40 ans qu'on est en déficit. La dégringolade de l'industrie française, la dégringolade de la classe ouvrière, le début de l'insécurité, ou de l'essor de l'insécurité. Je ne parle même pas de l'explosion du grand remplacement, puisque Mitterrand, les socialistes ont organisé la cause antiraciste, Malik Oussekine, qui était un type intéressant, Malik Oussekine, hein. Ils ont organisé cette cause-là comme étant la cause française intouchable. Ils ont commencé à faire, faire des procès en hérésie. La France, le débat public en France est mort, il est vicié, il est pourri depuis le premier mandat de Mitterrand. On a organisé des procès en hérésie. On dit, toi, je ne te parle pas parce que tu es raciste, parce que tu es pétainiste, parce que tu es fasciste. Sachant que Mitterrand, nous l'oublions pas, était quand même un type de Vichy. Enfin, je suis désolé, je n'invente rien. Il a été décoré de la Francisque, donc une décoration de Vichy, en 1943, je crois, très tard. Une chose est d'être vichiste en 40-41. Il y a la sidération, De Gaulle était presque un inconnu, il n'avait pas beaucoup de troupes, les Allemands étaient encore copains avec les Russes. Ça semblait mal parti, l'histoire de battre l'Allemagne, de libérer la France. La classe politique entière était avec Vichy, notamment la gauche, à commencer par la gauche, hein. Nous n'oublions pas les pacifistes, tout ça. La gauche ouvrière devenue fasciste. Enfin, je comprends. Je connais des cas particuliers de grands Français qui ont tardé à rejoindre la cause de la libération. Mais en 1943, la messe est dite quand même. Surtout quand on s'appelle Mitterrand, quand on est dans le pouvoir. Quand on est dans le... Bon, voilà. Mitterrand, l'ami de Bousquet, tout ça. Voilà. Bon, je ne vois pas donc ce qu'il y a à célébrer là-dedans. Mais vous avez aujourd'hui, même s'ils sont complètement battus, les socialistes qui ont enfanté M. Macron, parce qu'il vient du PS, M. Macron, il ne vient pas de LR ou du Front National, hein. M. Macron, on me dit Macron de droite, il n'est pas de droite. M. Macron, c'est l'évolution naturelle du PS. C'est un type de gauche. Il se dit de gauche. Je ne vais pas inventer, hein, c'est M. Macron, c'est l'évolution du PS lentement qui est devenu ce qui est devenu. Voilà. Un parti aligné sur tout ce qui fait mal aux Français. Le grand remplacement, la grande insécurité, le grand déclassement, la grande soumission à l'Allemagne, à l'atlantisme, la grande insignifiance française en Afrique. On s'est fait jeter de l'Afrique comme des malpropres alors qu'on ne méritait pas de se faire jeter. On n'est pas plus toxique que les Chinois ou les Russes en Afrique, on va quand même être sérieux. Et à la différence des Chinois et des Russes, la France a pris des millions d'Africains chez elle. Je voudrais bien voir les Russes et les Chinois accueillir la misère africaine chez eux. Voilà, donc ça c'est socialisme, c'est voilà, devenu macronisme. Sauf que le socialisme, c'est une idéologie bourgeoise. Donc, à la différence des gens de la NUPES et de LFI, ils prennent leur douche. Ils s'habillent bien, comme M. Cazeneuve, il est très élégant. Ils utilisent encore un français, une grammaire encore correcte. Voilà, mais ça reste, le bilan est catastrophique. Il n'y a rien du tout à célébrer. Sauf si on fait une journée des martyrs. Là oui, on dit voilà, 1981, le 10 mai 81, l'année où tout a basculé. On peut toujours ça, comme les chiites, vous savez, la mort de Sayyidina Ali, il se flagelle le jour où il s'est fait tuer, je crois, à Karbala en Irak. On peut toujours faire cette journée-là. Moi, je suis d'accord pour me flageller avec vous, hein. Même si je n'ai pas voté Mitterrand 81, j'avais 2 ans. Alors, j'ai beaucoup d'amis chez les socialistes, hein, je ne les vise pas particulièrement, mais je suis désolé, je vise le mouvement. Et j'en veux à la droite de ne pas avoir démonté ce qu'a fait Mitterrand quand elle a eu le pouvoir, avec Chirac et Sarkozy. Les socialistes ne sont pas les seuls bourreaux de ce pays. Ils sont co-responsables. C'est un crime commis en réunion avec le RPR, l'UDF,
devenu l'UMP et LR. Hein. Voilà, sauf qu'ils ont été le leader, ils ont été pas le commanditaire, ils ont produit les idées, les hommes, et la droite a fini par se soumettre. Bon, comme ça. C'est comme les islamistes chez nous, vous savez, les islamistes, ils produisent les idées et les hommes. Les idées, c'est le Coran et l'islam, ouais, c'est très facile. Ça, c'est là depuis 1400 ans, c'est gratuit, c'est dans le domaine public. Et c'est une idée extrêmement puissante, quoi qu'on en dise. L'islam est très puissant, l'énergie de l'islam, spirituelle et de mouvement. L'islam met en mouvement des hommes qui autrement seraient dans la passivité, dans la résignation. Vous aurez remarqué l'extrême passivité des peuples arabes en général par rapport à la dictature, par rapport à la misère, à l'injustice sociale, à la corruption. Mais pour le djihad, vous pouvez transformer les gens en combattants en un clin d'œil. C'est ça la puissance de l'islam. Donc, et les hommes, les islamistes fournissent les hommes parce que voilà, ils ont des gens, des cadres exécutifs, des cadres supérieurs extrêmement déterminés, motivés. Les frères musulmans, ce n'est pas des plaisantins. Si la gauche musulmane, la gauche égyptienne, la gauche marocaine, la gauche algérienne, syrienne avaient des hommes aussi compétents que les frères musulmans, ben, elle n'aurait pas été sortie de l'histoire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, la politique dans le monde arabe, elle se résume au contact entre les régimes policiers ou militaires et les islamistes. C'est ça les deux forces en présence. Au milieu, il n'y a que des figurants. Quelques petits mouvements de gauche, sont des fossiles. C'est comme dans un musée, tu vas visiter le jaguar ou au Maroc, on a le singe de l'Atlas. Ah, on te dit, voilà, il y a des singes de l'Atlas. C'est des reliques vivantes d'une époque, d'une espèce qui a existé il y a longtemps et tout ça. Elle est là, bon voilà. Tu la plains, tu lui donnes une banane. Tu as quelques petits mouvements réformateurs, de gens comme moi qui ont fait des études à l'étranger. Voilà, ok, bon, d'accord. Qui utilisent des Rolex. Bon, moi, j'ai pas de Rolex, mais vous voyez ce que je veux dire. Qui ont fait des masters à Londres, tout ça. C'est très bien, ce sont souvent des gens qui ont des choses intéressantes à dire, mais ils ne pèsent rien. Le débat, il est entre les islamistes et le régime. C'est le cas en Égypte, c'est le cas en Algérie, évidemment. Après, tu peux mettre au milieu une classe affairiste pour remplir la salle. Tu sais, c'est les gens qui applaudissent. Alors, ce sont des députés, des sénateurs, des conseillers municipaux, des maires de communes qui n'ont aucune idéologie à part prendre les places. Mais ils n'ont aucune idée et ils ne pèsent rien électoralement. Ils ne pèsent rien électoralement. Quelques mouvements tribaux encore en Irak, tout ça, parce que c'est des pays encore, il y a du tribalisme, ce qu'on appelle l'Asha'ir, tout ça, mais c'est pas. C'est ça. Donc, je vous parlais des socialistes, hein, ils ont le mérite, enfin, ils méritent leur hégémonie, ils produisent les idées, des idées souvent toxiques, mauvaises, mais ils les produisent. Et les hommes, hein, les grands hommes, comme Mitterrand, tout ça, Strauss-Kahn, tout ça, la droite, malheureusement, elle se soumet. Bah, écoutez, hein, on n'obtient rien sans effort. Hein. La droite ne travaille pas. Bon, donc, celui qui paie le prix, c'est la France. Moi, de la droite, je m'en fiche. Moi, ma cause, c'est la cause française. Nous payons tous ce prix-là. Voilà, 8 mai, 9 mai, 10 mai, il n'y a rien à célébrer, mais beaucoup de leçons à apprendre. J'espère que les enseignements, nous les tirerons. Je vais les résumer très rapidement. Il y a le 8 mai, il y a les grands hommes libres. Il y a les gens qui collaborent avec les puissances étrangères. Ça, c'est le 8 mai. Et il ne faut pas confondre les hommes libres et ceux qui collaborent avec l'étranger. On peut collaborer avec l'étranger, on ne va pas être dans l'autarcie, mais il ne faut pas vendre les clés faut pas donner les clés de la nation à l'étranger. Ça, c'est très clair. Deuxième chose, enfin, je dis, la colonisation, c'est pas bon. Hein. La colonisation du Maghreb par les Français n'était pas une bonne chose. Bah, là, je dis la même chose. Hein. La colonisation de la France par les puissances, par l'Allemagne, n'est pas une bonne chose non plus. Hein. Les Français ne valent pas moins qu'un Marocain ou un Tunisien ou un Algérien ou un Sénégalais. Hein, il y a une égalité quand même entre les êtres humains. Deuxième chose, pour le 9 mai, la fête de l'Europe, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Europe, parce que l'Europe, c'est le continent des Européens qui vivent à l'européenne. Voilà. Aujourd'hui, nous importons des populations étrangères que nous naturalisons européennes, françaises, espagnoles, allemandes, italiennes. Et voilà. Sauf qu'elles ne vivent pas, elles ne s'assimilent pas, elles ne peuvent pas s'assimiler, elles ne veulent pas s'assimiler. Voilà. Donc nous créons une nouvelle réalité humaine. Voilà. L'Europe redevient, comme disait, je ne sais plus, Valérie, une excroissance de l'Eurasie ou de l'Afrique. Nous sommes devenus une excroissance de l'Afrique. Bon. Moi, j'en suis désolé, pour des raisons que je vous ai expliquées. Il y en a qui y trouveront un certain plaisir, soit sadique, soit artistique. C'est vrai qu'artistiquement,
Tout va changer. Les bâtiments, les arts, les goûts culinaires, les parfums, les bruits, la musique, tout, la politique, les mœurs, les mentalités, tout va changer en Europe. C'est vrai qu'artistiquement, si tu es vraiment un esthète, si tu... j'aurais 10 millions d'euros chez moi, devant moi, moi franchement, j'ouvrirais une résidence artistique dans des grandes villes d'Europe et j'étudierais les mouvements. Et j'accueillerais des peintres pour peindre la nouvelle réalité, des sociologues, des rappeurs, des cinéastes. Parce qu'il faut documenter ça. Bon, n'ayant pas 10 millions d'euros sur moi, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Et je vous dis, nous allons pleurer comme des femmes une Europe que nous n'avons pas su défendre comme des hommes. Hein, je paraphrase la mère de Bouabdil, le dernier roi ou sultan, je ne sais plus, de Grenade, hein, ou de Cordoue, je ne sais plus. Voilà, on est en 1492, enfin, 1492 arrive. Ça arrive, hein, parce que là, on n'a pas encore commencé à tirer les conséquences de ce qu'on a fait. L'insécurité généralisée, les attentats, la dégringolade économique et intellectuelle et cognitive n'est que le début. Ce n'est que le début, vous allez voir ce qui va se passer. Tous les paysages vont changer. Parce que là, aujourd'hui, les façades de Paris ou de Madrid sont authentiquement françaises, parisiennes ou madrilènes, espagnoles, parce que le pouvoir économique, il est encore chez les natifs, les indigènes. Mais dans 10 ans, 20 ans, le pouvoir économique, la possession des titres de propriété va passer chez les autres, chez les gens qui sont venus d'ailleurs, et légalement. Moi, je veux dire, moi, je fréquente le Paris 17e, Brochant, métro Brochant, vers la porte de Clichy, là. C'est déjà le Maroc. Et les épiciers, les bars, tout ça, c'est kabyle, marocain, tout ça. Les gens viennent d'arriver, ils viennent se naturaliser, ils accumulent une fortune. Demain, dans 10 ans ou 20 ans, ils vont tout refaire. Ils vont repeindre les bâtiments. Ils vont faire des choses qu'ils connaissent. Pas, ils vont faire Tizi Ouzou, ils vont faire Marrakech, ils vont faire Casablanca, ils vont faire Agadir, ils vont faire Djerba. Ils vont pas faire Amélie Poulain ou Victor Hugo ou Flaubert. C'est pas leur imaginaire. Il faut pas leur en vouloir. Nous sommes tous porteurs de virtualité, de choses apprises par nos ancêtres. Je leur en veux pas, ils ont acheté leur magasin, leurs sociétés légalement, ils paient leurs impôts. C'est normal qu'ils changent les paysages. On va pas leur faire une loi pour dire, toi, parce que tu es arabe ou musulman ou kabyle, tu n'as pas le droit de faire ça. Tout va changer. La politique, les partis politiques, les problèmes politiques, tout va changer. On est à peine au début du changement. Ah, il y aura des changements peut-être positifs. Je ne les vois pas comme ça, mais je pense que cette population-là immigrée, naturalisée, tout ça, elle décapitera le concept de repentance. Et là, je suis avec elle. Parce que franchement, elle elle ne se sent pas concernée par la maladie franco-française de la repentance. Enfin, voilà. Tu sais, quand tes grands-parents ont souffert de la gale, de la faim, des guerres au Maghreb ou en Afrique, tu ne viens pas en France pour t'agenouiller, hein. Tu viens en France pour faire le jackpot, l'ascenseur social, la vie, quoi, la consommation. Bon, je pense que ça, bon, on pourra en parler une autre fois. Et troisième conclusion, celle du 10 mai, par rapport à la date du 10 mai de Mitterrand, c'est un peuple peut se saborder démocratiquement. Mitterrand a été élu à la régulière, démocratiquement, de manière légitime, et il a mis en place les germes, lui et avec la droite soumise, qui a trahi, il a mis en place les germes de l'explosion de la France. J'ai en face en moi un mur qui est en train de tomber en ruine, parce qu'ici, sous les tropiques, dès que tu laisses une petite brèche dans le mur, il y a les germes, il y a les insectes, il y a la nature reprend ses droits, et tu as un arbre qui pousse dans le mur, sur le mur. Dans 3 ans, 5 ans, il va exploser ce mur. C'est ça ce qu'a fait le socialisme en France, avec l'assentiment de la droite française. Voilà les amis, j'espère avoir été utile. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à la commenter. Merci.